Il va falloir aussi, je pense, chez nous, établir un rapport de force avec les compagnies. Oui, il ne faut pas partir à l'étranger, mais ce n'est pas suffisant, les faux pas filles, ou il faut augmenter les salaires, ou Bruno demande, Ouais, voilà, etc. exactement. Puis il y a Trump qui est arrivé là, et qui va encore plus loin, qui utilise les droits de douane. Et à un moment, ils ont dit même le dollar, c'est notre monnaie, c'est votre problème. Cette guerre commerciale, on l'a dit 1000 fois ici, elle existe depuis 30 ans. Elle se fait sur les salaires, sur les normes environnementales, sur les normes sociales, sur la fiscalité. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de l'Instant Porcher. Avec tous les discours qu'on entend autour de nous, notre meilleure arme, c'est de les connaître et de les comprendre. Le média change tout, ou presque. On a débarqué avec 4 nouveaux rendez-vous quotidiens, dont 3 directs, contre-matinale, journal des luttes à 13h et nos rendez-vous du soir. Vous le savez, le média ne vit que par votre soutien. C'est le prix d'une information libre et indépendante. Pour soutenir votre média de manière pérenne, vous pouvez vous abonner à partir de 5 € par mois ou même devenir sociétaire de notre coopérative. Rejoignez-nous dès maintenant sur soutenez.lemediatv.fr. Abonnez-vous à nos 2 chaînes YouTube, Le Média Télé et Le Média 24/7. Bonjour Thomas. Salut Lisa. L'économie mondiale menacée par Donald Trump et on parle du nouveau livre de Thomas Porcher. C'est parti. Les vacataires, ces profs pas fonctionnaires qui tiennent l'université pour des salaires de misère et qui n'ont presque aucun droit. C'est la situation dans les universités françaises, pourtant vantées comme un prestige par nos politiques. Derrière les discours, Thomas Porcher décrit un véritable abandon de l'État dans son dernier livre, mais aussi et surtout une souffrance entre histoire personnelle et mépris de classe. Ça s'appelle Le Vacataire, ça vient de sortir aux éditions Stock. Thomas, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as voulu t'intéresser dans ce nouveau livre aux vacataires et que c'est aussi une histoire personnelle que tu racontes là? En fait, en 2023, l'été 2023, il y a des vacataires qui ont fait une grève des notes. C'est-à-dire qu'ils ont refusé de rendre les notes d'examen qu'ils avaient corrigées et bloqué donc le processus de validation de la fin du semestre parce qu'ils demandaient d'être mensualisés, parce que les vacataires sont payés tous les 6 mois dans le meilleur des cas. Parfois, ça peut être tous les 1 an. Et l'heure de TD n'a pas été revalorisée depuis 25 ans. Donc, ils ont dit, on ne veut pas rendre les notes. Et il y a eu une grève qui a touché vraiment une dizaine d'universités. Et c'était la première fois qu'il y avait une inversion du rapport de force, c'est-à-dire que les vacataires, plutôt que de subir, ils voulaient reprendre en main leur destin. Et c'était la première fois qu'il y avait en fait un rapport, une inversion du rapport de force où les vacataires voulaient cette fois-ci se faire entendre, alors que moi, quand je l'étais, ils subissaient. Et moi, je suis plus vacataire depuis 2011. Je l'ai été entre 2006 et 2011, pendant 5 ans. J'ai donné 40 heures de cours dans 3 universités. J'avais des contrats par dizaines et j'étais payé tous les 6. Un mois, en fait, je recevais 2 fois un salaire et après, on devait budgétiser sur toute l'année. C'était très difficile, à côté de ça, de trouver des appartements, etc. Parce qu'on vous dit souvent, oui, les Français ne veulent pas de la flexibilité. Mais quand vous la vivez, moi, je la vivais avant Uber, ben, en fait, c'est le reste de la société qui n'est pas adapté à ça. Et j'avais écrit à l'époque un petit carnet où je mettais mes impressions, etc. Et quand il y a eu cette grève, je l'ai relu et je trouvais qu'il y avait quelque chose d'intéressant parce que quand on parle souvent des politiques économiques à mettre en place, moi, je trouve que la plupart des gens n'ont pas de vécu. Quand vous êtes ministre de l'Éducation, comme ça a été le cas, par exemple, de Gabriel Attal à l'époque, et que vous avez fait toutes vos scolarités dans le privé, comment vous pouvez connaître la situation de ce qui se passe dans le public? Vous n'avez pas de vécu. Alors, vous avez des chiffres, mais vous n'avez pas le vécu qui va avec. Et le vécu, c'est très important. L'expérience détermine quand même, en partie, pour moi, la conscience de classe que l'on a. Et moi, j'avais vécu cette expérience pendant 5 ans, et donc je voulais en discuter, vraiment dire mes impressions et les relier, après, à des chiffres et à des thématiques de sociologie, même de nutrition, qui sont propres à la question de la précarité. Donc, c'est moitié un récit, moitié un essai. Et je pense que c'est ça qui donne aussi une certaine force au texte. C'est qu'on sent que derrière les chiffres qu'on manie, il y a un vécu de la situation pendant 5 ans. Et cette situation-là sur les vacataires, elle est encore très méconnue en France. Alors, bizarrement, alors, il y a certaines tribunes qui sortent de vacataires. Les vacataires se prennent de plus en plus en main parce qu'ils sont en nombre. Ils représentent aujourd'hui 2/3 des enseignants des universités. Vous avez, en fait, les universités, même parfois celles qui ressortent dans les classements de Shanghai françaises, on va dire « Ah, bravo !» En fait, tiennent à 2/3 par des vacataires. Vous avez une partie, certes, qui sont enseignants-chercheurs, mais la grosse partie des gens qui donnent des cours sont des vacataires en contrat précaire. Et là, vous avez différents types de vacataires. Vous avez beaucoup de profs de lycée qui donnent des TD pour améliorer leur fin de mois, mais qui subissent finalement un paiement tous les 6 mois également. Vous avez beaucoup de docteurs vacataires, c'est-à-dire des gens qui ont un diplôme, qui attendent un poste et qui vont pendant un certain nombre d'années donner des cours de vacation. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la vacation n'est pas un tremplin. Dans beaucoup de jobs, quand vous commencez par exemple en stage, etc., ça peut parfois être un tremplin, pas tout le temps. Là, ce n'est pas du tout un tremplin, c'est en fait une trappe.
plus vous donnez des vacations, plus vous êtes identifié comme un mauvais. Et moins vous avez de chances d'avoir de poste. Alors plus vous tenez finalement l'université, moins vous avez de chances d'avoir un poste. Et donc moi, pendant 5 ans, 40 heures de cours par semaine quand même. Donc je donnais un volume horaire très important, parce que le volume horaire d'un statutaire, il doit faire de la recherche à côté. Mais c'est 6 heures par semaine. 6 à 10 heures par semaine, un statutaire. Moi, je donnais 40 heures. Et on ne veut pas, le gouvernement... les présidents d'université, le gouvernement disent que c'est très bien que ça continue comme ça, et personne ne veut donner un statut à ces gens. Alors que, vous savez, dans la loi, si tu as plusieurs fois un CDD, tu dois le transformer en CDI normalement. Et donc, il faudrait un moment que les gens se penchent, mais on pourrait après faire des parallèles avec les médecins étrangers à l'hôpital, etc. Il faudrait que les gens se penchent sur ce volant de flexibilité, ce volant de main-d'œuvre ajustable et corvéable à merci, qui fait en fait tenir les institutions. Et à la fac, c'est très clair que les vacataires ont un rôle extrêmement important. Sans eux, il n'y a plus de cours en première et en deuxième année. Est-ce que cette situation à l'université de précarité, bon, il n'y a pas que ça à l'université en termes de dénonciation, de précarité, etc., mais est-ce que ça ne montre pas une certaine indifférence, un certain mépris même de la part des politiques à l'égard de l'université même? Si, parce que je pense qu'à l'intérieur de l'université, même si il y a beaucoup de statuts différents, vous avez des professeurs d'université, vous avez des maîtres de conférences, vous avez des gens qui sont en thèse, qui ont peur de l'ouvrir parce que s'ils l'ouvrent, ils vont pas avoir de poste, et ainsi de suite. Donc il y a différentes stratégies, il y a différentes catégories de profs, et chaque catégorie de profs a ses intérêts à défendre. Un grand professeur va plutôt défendre, par exemple, les budgets pour la recherche, pour qu'il puisse faire des colloques, des séminaires, ou qu'il puisse, je sais pas moi, acheter une base de données. Puis les maîtres de conférences, qui donnent souvent plus de cours dans les premières années, vont défendre d'autres choses, et ainsi de suite. Mais souvent, les vacataires, dans les luttes des professeurs, ont été mis à part. Par exemple, quand il y a eu le collectif Sauvons la recherche, les vacataires, moi à l'époque, j'en étais un, se sentaient un petit peu laissés pour compte. Donc c'est cette différence en fait de statut qui amène à des luttes différentes et qui n'amène pas à une lutte globale, bien que l'ensemble du corps professoral de l'université reconnaît qu'il faudrait plus de moyens et à un moment faire en sorte que ces gens trouvent un statut. Il ne s'agit pas que tout le monde ait le même statut. Il s'agit qu'à un moment, on accepte que quelqu'un qui va donner un certain nombre d'heures de cours ait un statut convenable et un revenu tous les mois. C'est ce qu'avait fait Mitterrand. Quand Mitterrand avait été élu en 81, il avait donné un statut à tous les vacataires qui donnaient un certain nombre d'heures depuis un certain nombre d'années, parce qu'il considérait qu'ils ne pouvaient plus être précaires. Donc il faut à un moment se pencher là-dessus. Mais c'est aux politiques, effectivement, de se pencher là-dessus. Et quand on voit, par exemple, aujourd'hui, des politiques vous dire « nous accueillons les chercheurs américains », qu'ils accueillent déjà les chercheurs français. Parce que ça, c'est une vaste blague quand vous êtes à l'université française. Déjà, un chercheur américain n'a pas le même salaire qu'un chercheur français, très clairement. Mais surtout, un certain nombre, vous regardez les courbes d'évolution des étudiants, en fait, on a demandé que 80% d'une génération ait le bac. C'est très bien. Hollande voulait que 60% d'une génération aille en licence. C'est très bien aussi. Mais de l'autre côté, les effectifs des profs diminuent. Donc les étudiants augmentent, les effectifs des profs diminuent. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Vous avez en fait, quand vous avez cette situation-là, vous avez une grosse création de postes précaires. Et c'est très difficile d'avoir bac plus 8 et d'être dans la précarité. On ne s'attend pas à ça. À la fin, moi, je mets le témoignage de beaucoup d'autres enseignants, parce que je dis, voilà, mon histoire, c'est mon histoire, mais c'est aussi l'histoire d'autres personnes. Et là, je mets une quinzaine de témoignages qui sont parus dans la presse, d'enseignants dans différentes matières, en droit, en médecine, etc. Tous partagent le même sentiment. Ils se sentent dévalorisés, ils trouvent ça humiliant d'être payés tous les 6 mois. Il se trouve que l'institution est à leur égard assez maltraitante. Et ils trouvent également que vis-à-vis de la société, il y a une chercheuse à un moment sur le cancer. Elle dit « J'aime mon travail, je suis une chercheuse, mais je ne signe que des contrats précaires. » Alors qu'elle recherche sur le cancer. Il y a un professeur de droit qui dit qu'il a fait 8 ans d'études, etc., qu'il vit encore chez ses parents, que c'est très compliqué, que ses parents lui disent de trouver un vrai travail. Donc à un moment, je le dis dans le livre, c'est une société qui traite mal ses professeurs, quel que soit le niveau, vraiment, de la primaire jusqu'à la fac, est une société pour moi qui va mal. Oui, qu'est-ce que ça dit du système français, justement ? Quand on voit les sommes que l'on peut mettre parfois dans des recherches qui sont... alors, par exemple, on va mettre des sommes énormes dans le digital, on va mettre des sommes énormes sur les baisses d'impôts des entreprises, avec, comment vous dire, en faisant un pari sur le fait que ça va créer des emplois ou que ça va marcher, et parfois ces paris sont perdants. Et là, on sait très bien que le collège, la primaire, le lycée, l'enseignement supérieur, c'est quand même normalement le premier ascenseur social, et que là, quand vous mettez de l'argent, ça ne peut être que gagnant. Et pourtant, c'est sur ces ministères qu'on retire souvent le plus d'argent, et notamment sur l'éducation. Donc c'est assez problématique, parce que normalement l'éducation, qu'elle soit supérieure ou encore une fois primaire ou au collège ou au lycée, c'est un bien commun, c'est le premier bien commun. Dans ce livre, tu parles aussi de toi, de ton parcours et du mépris de classe que tu as pu vivre. Il y a effectivement, en fait, j'ai été vacataire pendant 5 ans.
c'est une école de commerce qui m'a permis d'avoir un CDI, une école privée. En fait, tout me destinait, de par mon parcours 100% public, à avoir un poste dans le public. Dans une société normale, on aurait été dans les années 80-90, j'aurais eu ce poste très naturellement dans le public. Mais je donnais énormément d'heures de cours, ce qui m'empêchait d'avancer sur ma recherche. Et j'ai été pris par une école de commerce, comme une trentaine de chercheurs dans mon école de commerce, souvent issus d'ailleurs de laboratoires plutôt hétérodoxes. Et on a eu notre premier CDI à 35 ans. Donc moi, j'ai été pris là-dessus. Et c'est vrai que je me rends compte que, y compris parfois chez des gens de gauche, il y a une espèce de fascination pour les gens qui ont gagné toutes les Olympiades des diplômes. C'est-à-dire quelqu'un qui va avoir fait une prépa, qui va avoir fait Normal Sup, qui va avoir fait Sciences Po, le HESS, etc. Il y a une fascination, alors même que toutes les études de sociologie montrent que le premier critère de réussite de ces grandes écoles, c'est le lieu de naissance. Où est-ce que vous êtes né? Donc que la gauche radicale soit fascinée par ça, alors même qu'il y a un biais d'entrée de jeu, effectivement, il y a une forme de mépris à droite comme à gauche, et moi je pense même parfois plus à l'extrême gauche que parfois à droite, où on a l'habitude de valider des gens plutôt sur ce qu'ils vont faire. À gauche, il y a quand même beaucoup, un attachement très fort au diplôme que vous avez, au titre que vous avez. Et moi, j'ai parfois des altercations avec des professeurs sur les réseaux sociaux, des professeurs avec qui on devrait penser à peu près la même chose. Je me souviens d'une altercation que j'ai eue avec une géographe. J'étais passé sur France Inter sur un débat sur la 69. Bon, c'est un débat où toutes les semaines on a un sujet différent. Effectivement, on n'est pas des spécialistes peut-être autant que des gens qui se penchent sur le dossier. C'est un débat économique, donc moi j'avais mis en avant des aspects économiques. Je ne connais pas bien tout ce qui concerne les écosystèmes, la biodiversité, etc. Sur les réseaux sociaux, cette chercheuse, elle est venue m'attaquer. Bon, j'ai pas répondu. Bon, c'est assez commun que des gens parfois, on va dire du même bord, s'attaquent. Elle m'a attaqué, j'ai pas répondu. Dans les réponses, des gens ont répondu en disant on ne peut pas dire que Thomas Porcher, il n'a rien fait, il est quand même docteur et professeur associé dans une école de commerce. La réponse de la chercheuse, ça a été de dire moi, je ne suis pas professeur associé, je suis professeur titulaire à Normal Sup. Et c'est ça la gauche. C'est ça la gauche. Donc vous voyez, il y a une forme de mépris. Il y a une forme de mépris, il y a une forme de fascination pour les grandes écoles, alors même que quand vous regardez même des gens de la gauche la plus radicale, quand ils ont fait des grandes écoles, c'est très très rare qu'ils soient nés dans le 93 ou ailleurs. C'est très, 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 très rare. Et donc, tu invites les gens à te rencontrer demain, mardi 8 avril, à 19h à la librairie, ici au Grand Boulevard à Paris. Oui, tout à fait. Demain, donc mardi 8 avril, à la librairie Grand Boulevard 25, boulevard Poissonnière, il y a une rencontre autour du livre. J'espère qu'un certain nombre de gens vont venir partager leur expérience. Il y a beaucoup de gens, des universitaires, même parfois des gens qui sont devenus professeurs aujourd'hui, qui m'ont envoyé des messages sur LinkedIn souvent pour me dire qu'ils avaient lu le livre, qu'ils l'avaient apprécié, qu'ils se reconnaissaient en partie, qu'ils avaient vécu ça et que même si maintenant ils s'étaient passés de l'autre côté du système, ils trouvaient que le livre était intéressant. Donc moi j'espère que demain il y aura beaucoup de gens, parce qu'il y a quand même énormément de gens, 160 000 personnes qui sont vacataires en France, qui vont passer et me partager leur expérience et voilà, et qu'on discute un petit peu du livre, ça me ferait plaisir. Trump est-il en train de renverser l'économie mondiale? Le président états-unien a annoncé la mise en place de droits de douane réciproques, un tarif plancher de 10% sur toutes les importations à partir du 5 avril et des surtaxes ciblées pour les pays jugés particulièrement hostiles en matière commerciale, en plus de ceux qui existaient déjà. Une réciprocité que Donald Trump a jugée gentille. Les surtaxes sont censées répondre aux barrières dites non tarifaires à l'entrée de produits américains, par exemple des normes sanitaires ou environnementales. Cependant, les analystes ne comprennent pas les taux ou encore les zones touchées comme les îles arctiques de la Norvège. La Maison-Blanche a fait savoir mercredi dernier que certaines catégories de produits n'étaient pas concernées: lingots d'or, produits pharmaceutiques, semi-conducteurs, cuivre, bois de construction, produits énergétiques ou encore minéraux introuvables sur le sol américain. Mais ils sont en réalité dans le viseur de Donald Trump. La Chine sera taxée à partir du 9 avril et l'addition est salée, 34% en plus des 20% des droits de douane additionnels déjà mis en place par Washington, 24% pour le Japon, 26% pour l'Inde, 46% pour le Vietnam et même 49% pour le Cambodge. Pour l'Union européenne, la taxe est de 20%. L'UE se dit prête à la guerre commerciale et annonce y répondre. Emmanuel Macron, lui, dénonce une décision brutale et infondée. Je le cite: « Nous avons une force, un marché de 450 millions d'habitants », a-t-il dit. Et ce lundi 7 avril au matin, la bourse de Paris chute de plus de 6%. Les autres bourses européennes ne font pas mieux et les marchés asiatiques dévissent également, plongeant de presque 8% pour Tokyo. Thomas, tout d'abord, est-ce qu'on doit s'inquiéter là? Moi, je pense qu'il y a un changement du commerce international qui est à l'œuvre depuis un certain nombre d'années.
nous avons eu le Covid. Et le Covid, déjà, ça a été une remise en cause de la mondialisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus personne ne croit à la mondialisation heureuse. Le Covid nous a montré que nous avons manqué d'industrie. Nous ne savions plus fabriquer des biens qu'on pouvait qualifier de stratégiques comme le médicament. Et donc, il fallait reparler de réindustrialisation, de protectionnisme, des mots qui avaient disparu complètement du dictionnaire. Et puis, il y a Trump qui est arrivé là, et qui va encore plus loin, qui utilise les droits de douane. Des droits de douane très élevés. Il faut rappeler que les droits de douane peuvent être très utiles, mais un droit de douane sans politique industrielle derrière, sans politique de relocalisation, sans une politique qui parte des besoins, c'est aussi stupide que de parler de compétitivité. Parce que Macron, pour le répondre, a dit on va augmenter la compétitivité. Mais la compétitivité, s'il n'y a pas de stratégie derrière, ça ne sert à rien. Donc vous voyez, ça c'est important, c'est important de le dire. Mais après, c'est vrai que la politique de Trump remet en cause une partie des échanges, et donc les marchés réagissent. Mais là où nous devrions prendre quelque part, pas dans la politique menée, mais dans le pouvoir politique, des exemples sur Trump, c'est qu'il n'en a rien à faire des marchés financiers. Et on ne peut pas faire une politique toujours pour satisfaire les marchés financiers. Alors il veut les rassurer comme il peut, mais il savait que ça allait tanguer. Et là-dessus, je veux dire, les marchés financiers, ils réagissent. Et puis à un moment, ils vont intégrer le risque et tout va repartir comme avant. Là, ils réagissent parce qu'il y a un changement. Mais à un moment, ils intégreront le risque, tout repartira comme avant. Et même si je suis opposé à la politique de Trump, notamment la politique qu'il va faire sur l'État américain, qui va être catastrophique pour les Américains, nous l'avons dit, là, s'il y a une chose à retenir, c'est qu'il y a... Trump ne fait pas une politique pour se soumettre finalement aux entreprises, il leur impose de venir chez eux. Et la deuxième des choses, c'est qu'il se contrefout des marchés financiers. Et ça, peut-être qu'il y a quelque chose à en tirer pour nos politiques. C'est un peu le comble pour le leader d'extrême droite qui était extrêmement soutenu par les PDG, les investisseurs, etc. Est-ce que tu vois là le début d'une guerre commerciale, toi ? Non, alors tu as raison de dire ça. C'est-à-dire qu'il faut toujours se demander, quand on met une politique, à qui ça sert, à qui ça profite. Et là, clairement, à qui cela profite ? En fait, à sa nouvelle garde qui représente... Vous savez, chaque président a des entreprises importantes autour de lui. À un moment, aux États-Unis, c'était les compagnies pétrolières, Standard Oil, qui étaient très importantes, les Rockefeller, etc. Aujourd'hui, les entreprises importantes, c'est les entreprises de la tech. Et c'est vrai qu'elles ne sont pas concernées par ça. Et donc, Trump a beau crier, la tech, quoi qu'il arrive, c'est du service. C'est du service, donc il n'y a pas de souci. Ils sont quasiment en monopole en Europe. Il leur prévoit des baisses d'impôts là-bas. Donc, pour les gros de la tech, effectivement, il les favorise. Donc, il y a toujours derrière une politique économique qui est menée, des gens qui en profitent. Et aujourd'hui, c'est très clairement la tech. Donc, il faut bien être clair là-dessus. Je ne dis pas que Trump a une bonne politique. Enfin, Trump, sur le niveau social, ça va être catastrophique. Il ne fait pas ça par une âme de gauche et de volonté de protectionnisme. Et cette augmentation des droits, en fait, c'est juste une volonté pour montrer sa puissance vis-à-vis des autres pays. L'exemple qu'il a pris du Cambodge est catastrophique parce que faut le rappeler, l'Amérique a profité de la mondialisation. L'Amérique a organisé la mondialisation pour elle, a exploité la mondialisation et l'a mis à son service. La première chose, c'est en utilisant une monnaie, qui est le dollar. La monnaie internationale, c'est le dollar. Il devait garantir le fait qu'il y ait un certain nombre de volumes d'or nécessaires pour garantir l'émission de monnaie. Ils ont même pas garanti ça. Donc le dollar, et à un moment, ils ont dit même le dollar, c'est notre monnaie, c'est votre problème. Donc ils ont mis le dollar, la langue, l'anglais, qui fait qu'ils ont un soft power énorme sur le cinéma, sur la culture, ça a été aussi en leur faveur. Et puis, et même quand on regarde les accords qui ont été menés au GATT et à l'OMC, la plupart ont profité aux pays riches et en premier lieu les États-Unis. Donc la mondialisation leur a profité. Et aujourd'hui, ils disent que ça leur profite plus et ils rechangent les règles pour imposer une forme de puissance de manière très violente. Donc moi, là-dessus, je ne suis pas d'accord avec ça. Si derrière, il y avait une volonté de faire des droits de douane pour protéger des emplois ou avoir une politique d'innovation ou de réindustrialisation, etc., pourquoi pas ? Mais là, on n'est même pas sûr qu'il y ait ça derrière. Oui, ça ne va pas être pour reverser au peuple ou pour une... Non, pas du tout. D'ailleurs, le peuple, les premières victimes de la politique de Trump, pour le moment, de ce qui s'en dessine, c'est les Américains. Et justement, il y a des inquiétudes aussi sur ce que ça va créer en termes de conséquences pour les Américains, par exemple, une inflation ou ce genre de choses. Les Américains, quand vous mettez un droit de douane, c'est l'entreprise qui la paye, mais après, qu'est-ce qu'elle fait l'entreprise ? Elle reporte, sauf si vous bloquez les prix. Oui. Et c'est pas à l'ordre du jour, peut-être que ça va venir, mais c'est les Américains qui vont payer. Donc, comme j'ai dit, sur les produits de luxe, il n'y a pas vraiment d'inquiétude à avoir, puisque les gens qui vont payer 20% de plus, ceux qui veulent s'acheter du luxe, ils ont les moyens, ils les payeront les 20% de plus. Mais c'est l'Américain qui va le payer. Donc, il va y avoir de l'inflation. S'il y a de l'inflation, il y a de la hausse des taux pour la maîtriser. S'il y a de la hausse des taux, il y a un ralentissement de l'économie pour la maîtriser. Et puis aussi, il va y avoir toute la politique
contre l'État social américain, qui est quand même moins élevé que le nôtre, qui va frapper très très fort les Américains les plus pauvres. Donc les Américains vont subir la politique globale menée par Trump. Quelles conséquences cela va avoir pour les Asiatiques et les Européens? Alors les Européens, moi je pense que, tout ce que faut être clair, tout ce que l'on dit aujourd'hui, on va se réindustrialiser, on va être plus compétitif, ou même les investissements dans la défense, c'est sur le long terme qu'on en verra. Une politique de réindustrialisation, c'est 10 ans. Trump, son mandat, c'est 4 ans, il y a les midterms dans 2 ans. Donc c'est 10 ans. Donc tout ce que l'on dit là n'aura pas d'effet réellement sur les entreprises qui vont être affectées. Non, moi je pense que là, il faudrait se saisir de ce que dit Trump sur la mondialisation, qui est encore une fois un fil conducteur que l'on voit depuis le Covid, pour se demander, est-ce qu'on ne peut pas se réorienter vers le marché intérieur, l'Europe? Pourquoi on exporte tout le temps en Europe? Pourquoi on exporte tout le temps? Parce qu'on a compressé les coûts, notamment en Allemagne, on a compressé les coûts, c'est-à-dire les salaires, pour être compétitif dans l'économie mondiale. Aujourd'hui, si on se retourne sur le marché intérieur, il faudrait que les gens puissent plus consommer en Europe. Donc, il faudrait augmenter les salaires. Et donc là, si on augmentait les salaires, la demande intérieure permettrait de capter la production européenne, ce qui serait une bonne chose. Donc, il faut qu'on se retourne vraiment sur le marché européen et se dire comment on trouve ces débouchés sur le marché européen. Et on les trouvera tout simplement en augmentant les salaires. Donc ça, c'est une vraie question. Mais ce n'est pas la question qui est posée, mais c'est une vraie question qu'il faudrait se poser. Et puis après, il faudrait aussi repartir des besoins. Qu'est-ce que l'on veut exactement en Europe? On va devoir faire sans les États-Unis. On ne veut pas faire avec la Chine non plus, on va avoir une production, pas globalement avec la Chine, notamment sur des productions de voitures électriques ou de panneaux solaires, etc. Donc quels sont les besoins de l'Europe, d'où on doit repartir, et puis faire les investissements nécessaires pour répondre à ces besoins. Il fallait ça pour que l'UE retienne un peu la leçon? Parce que ça fait 20-30 ans que les économistes hétérodoxes disent mais là on va droit dans le mur. Ouais. Je ne suis pas sûr qu'elle ait retenu encore la leçon. Oui. Là, ce que je vois, c'est qu'on nous dit qu'il faut être plus compétitif, il faut déréglementer, il faut faciliter. Pire, voilà, ce qu'a dit Emmanuel Macron, c'est qu'il faut faciliter, faut faire un choc de simplification. On sait ce que ça veut dire, moins de réglementation, moins de normes, moins de taxes sur les travailleurs. Donc le but, c'est toujours de gagner des parts de marché dans la mondialisation. Alors même que, on n'arrivera jamais à être aussi compétitif que des pays émergents. Les États-Unis, eux, se ferment de plus en plus. Donc, il faudrait, moi, je pense, suivre ce mouvement et se dire, voilà, on va se relocaliser et se reporter sur notre marché intérieur, qui, comme l'a dit le président de la République, est un marché quand même important, où il y a pratiquement 500 millions de consommateurs. Et c'est peut-être là que c'est de là qu'il faudrait peut-être partir, encore une fois, comme je dis, pour savoir ce que l'on veut faire et pour savoir à qui on s'adresse. Et puis, il faut bien avoir une chose en tête, c'est que une grosse partie des échanges aujourd'hui se font entre filiales du même groupe. Donc, si vous augmentez les droits de douane, par exemple, une compagnie comme Walmart, américaine, très importante, elle importe ses vêtements de Chine, elle va les payer plus cher. Elle a sa filiale en Chine qui lui fait ses vêtements, elle va finalement les payer plus cher pour elle, et elle va reporter après ça sur le consommateur. Donc, quand vous avez 40% des échanges sont des échanges intra-groupes, vous impactez aussi en grosse partie les entreprises américaines. Et donc, les entreprises américaines risquent d'être impactées. Mais après, vraiment, s'il faut retenir des choses, pas sur la politique, mais sur la manière de faire, il va falloir aussi, je pense, chez nous, en Europe, établir un rapport de force avec les compagnies. C'est ce qu'essaye de faire Emmanuel Macron en leur disant « Oui, il ne faut pas partir à l'étranger. » Mais ce n'est pas suffisant, les faux pas filles, ou il faut augmenter les salaires, ou Bruno demande, etc. Voilà, à un moment, il faut les prendre un par un et leur dire « Écoutez, les amis, là, il y a quelqu'un qui joue contre nous. Est-ce que vous voulez coopérer avec lui? Est-ce que votre entreprise, elle est française ou elle est... » Tu vois, parce que l'entreprise a une nationalité. Ça, c'est important aujourd'hui. Il y a une guerre commerciale, une pseudo-guerre commerciale. Disons qu'on a un étage supérieur d'une guerre commerciale avec les droits de douane, parce que cette guerre commerciale, on l'a dit 1000 fois ici, elle existe depuis 30 ans. Elle se fait sur les salaires, sur les normes environnementales, sur les normes sociales, sur la fiscalité. Quand dans l'Europe, vous avez le Royaume-Uni qui dévalue sa monnaie de 30% alors qu'il fait partie de l'Union européenne à l'époque, il fait une guerre commerciale contre les autres. Quand vous avez le Luxembourg qui décide de devenir un paradis fiscal pour capter tous les recettes budgétaires de l'Allemagne et de la France, il fait une guerre commerciale. Donc la guerre commerciale existe depuis 30 ans. Là, on a mis un étage supérieur avec les droits de douane et les États-Unis. Et c'est pour ça que là, c'est un moment peut-être de parler aux entrepreneurs, de faire une politique de long terme et de ne pas faire une politique dictée par les entrepreneurs et par les marchés financiers. C'est la seule leçon et l'unique leçon qu'il faudrait retenir de la gouvernance, me semble-t-il, de Trump.
Merci à vous, chez vous, d'avoir suivi cet épisode de l'Instant Porcher. J'attire une dernière fois votre attention avant de se quitter. La situation politique est inédite, historique et le média change tout ou presque. On a débarqué avec 4 nouveaux rendez-vous quotidiens, dont 3 en direct. Contre-matinale, journal des luttes à 13h et nos rendez-vous du soir. Vous le savez, le média ne vit que par votre soutien. C'est le prix d'une information libre et indépendante. Et pour soutenir votre média de manière pérenne, vous pouvez vous abonner à partir de 5 € par mois ou même devenir sociétaire de notre coopérative. Rejoignez-nous dès maintenant sur soutenez.lemediatv.fr. Abonnez-vous à nos 2 chaînes YouTube, Le Média TV et Le Média 24/7. Je rappelle le livre de Thomas, donc Le Vacataire, qui vient de sortir aux éditions Stock. Et puis, il vous donne rendez-vous demain, mardi 8 avril à 19h au Grand Boulevard à Paris. Spectateurs, abonnés, donatrices et sociaux, je vous dis à la semaine prochaine.